Tout a commencé avec ce qui aurait dû rester enfoui sous des couches de poussière et des décennies d'oubli. Un mardi ordinaire, dans le silence des archives souterraines de la Bibliothèque publique de New York, au milieu des étagères infinies de plans et de documents techniques, un dossier a été découvert, dont la simple présence contredisait l'histoire officielle. Il portait une mention étrange pour un archive technique, systèmes électriques commerciaux, retirés du marché. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé d'un ingénieur nommé Thomas Kmerford Martin, intitulé « Système de collecte de charges atmosphériques, protocole d'installation et d'entretien pour les bâtiments urbains ». Ce n'étaient pas des réflexions théoriques ou des croquis d'un futuriste. Sur les pages jaunies étaient gravés des plans techniques détaillés, des tiges en cuivre, des plaques réceptrices et des blocs de condensateurs intégrés directement dans les toits des immeubles de Manhattan. C'était un véritable manuel d'exploitation d'un système opérationnel qui tirait de l'énergie gratuite directement de l'atmosphère dès 1889. Mais le plus troublant était la conclusion du document. Une note manuscrite laconique indiquait que le système avait été mis hors service par ordre municipal et toutes les preuves scellées par décret du maire. La technologie n'avait pas seulement été remplacée par quelque chose de plus avancé, elle avait été ordonnée à être enterrée, effacée de la mémoire et cachée des yeux du public. À partir de ce moment-là, le monde de l'architecture tel que nous le connaissions a cessé d'être simplement une question d'esthétique. Si l'on regarde de plus près n'importe quel grand bâtiment érigé avant 1900 sous le regard d'un ingénieur, il se révèle être un dispositif technique complexe. De vastes dômes métalliques, des flèches s'élevant vers le ciel, des finitions métalliques raffinées, du cuivre, du bronze et de l'or sur les points les plus élevés, l'histoire officielle les qualifie d'excès du siècle d'or. Mais les faits racontent une autre histoire. La mode ne peut pas suivre des spécifications techniques identiques sur différents continents avec une telle précision mathématique. Les dômes du Capitole à Washington, de la cathédrale Saint-Paul à Londres et de la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg ne sont pas seulement similaires, ils sont identiques en proportion de diamètre, de hauteur et de courbure. Ce n'est pas un style, c'est une fonction, créée selon un modèle d'ingénierie unique. Les recherches sur les champs électromagnétiques autour de ces monuments historiques montrent des résultats anormaux. Les dômes métalliques des cathédrales européennes démontrent une capacité à accumuler une charge qui dépasse de 300 à 400% les valeurs des structures passives ordinaires. La géométrie de ces bâtiments témoigne d'un design intentionnel pour capter, et non simplement disperser, l'électricité atmosphérique. Au niveau du sol, les capteurs affichent des valeurs standards, mais dès que l'on s'approche de la base du dôme, les niveaux de tension bondissent jusqu'à 8 fois au-dessus de l'arrière-plan naturel. Il s'avère donc que Christopher Wren a construit un collecteur électrique opérationnel en 1675, bien avant que Benjamin Franklin ne découvre officiellement l'électricité atmosphérique. Chacune de ces majestueuses constructions, de la basilique Saint-Pierre à Rome aux bâtiments gouvernementaux aux États-Unis, accumule une charge bien au-delà des niveaux naturels. Le problème, c'est qu'il n'existe pas d'explication fonctionnelle satisfaisante dans la théorie architecturale moderne pour la prévalence de ces éléments métalliques apparus des siècles avant les systèmes de protection contre la foudre et qui dépassent de loin toutes les exigences structurelles. Ce sont d'énormes antennes, conçues pour maximiser le contact avec le champ électrique de l'atmosphère. Alors, comment ce réseau énergétique global fonctionnait-il réellement et pourquoi trouve-t-on ces traces dans les endroits les plus inattendus? Malgré ce que les historiens officiels attribuent à l'esthétique exagérée des constructions du XIXe siècle, les faits architecturaux révèlent quelque chose de bien plus fondamental. Si l'on met de côté l'émerveillement touristique et que l'on examine les bâtiments comme un ingénieur, une étonnante régularité se dessine. À travers le monde, des structures ont été érigées selon une seule et même réglementation technique. Ce n'est pas simplement un style architectural, c'est un réseau énergétique fonctionnel, camouflés sous des temples et des palais administratifs. Une analyse critique de géants tels que le Capitole à Washington, la cathédrale Saint-Paul à Londres ou la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg révèle des détails que la science moderne qualifie de mystères architecturaux. Ces bâtiments n'unissent pas seulement des dômes, mais des éléments identiques en composition et en forme.
d'imposants cadres en fer et en cuivre, un revêtement doré sur les points les plus élevés et des systèmes internes complexes de liaison métallique. Par exemple, le dôme du Capitole, installé en 1866, est une structure colossale en fonte de plus de 80 mètres de haut, surmontée d'une statue en bronze. De tels éléments dépassent largement les exigences constructives de l'époque et ont été conçus bien avant l'apparition des systèmes officiels de paratonnerre. Les mesures effectuées confirment les soupçons. Ces dômes ne sont pas passifs. Des recherches modernes montrent que les structures métalliques des cathédrales peuvent accumuler une charge électrique dépassant de 300 à 400% les valeurs attendues pour des bâtiments ordinaires. La géométrie du dôme de la cathédrale Saint-Isaac ou de la basilique Saint-Pierre à Rome est parfaitement réglée pour capter l'électricité atmosphérique. Lorsque l'on mesure la tension à ces points, les appareils enregistrent des pics brusques, jusqu'à 1500 volts par mètre, ce qui est plusieurs fois supérieur au fond naturel. Tout cela indique un grand mensonge dans la description de l'âge d'or. On nous parle d'outils primitifs et de travail manuel, mais l'identité mathématique des bâtiments sur différents continents, de la proportion du diamètre du dôme à sa hauteur jusqu'à la position des flèches, témoigne de l'existence d'un modèle d'ingénierie globale unique. La rapidité avec laquelle ces objets complexes sont apparus à travers le monde entre 1850 et 1920 dépasse les capacités logistiques et de communication de cette époque. On a l'impression que ces structures n'ont pas été construites de toutes pièces dans le cadre d'une tendance à la mode, mais qu'elles ont été restaurées ou réaffectées selon des plans d'une civilisation bien plus avancée qui connaissait le secret d'extraction d'énergie de l'air même. Ce que nous avons tendance à considérer comme un luxe décoratif était en réalité le summum du progrès technologique qui a été délibérément effacé des manuels d'histoire. Une force invisible, emplissant l'atmosphère, est restée pendant des décennies le sujet d'études approfondies dont les résultats n'ont jamais été révélés au grand public. Au début du XXIe siècle, l'ingénieur électricien Dr. Andrew Hall a mené une vaste enquête sur les champs électromagnétiques entourant des bâtiments historiques. Ses conclusions, publiées dans une revue scientifique spécialisée, sont stupéfiantes. Les structures métalliques en dôme des anciennes cathédrales montrent une capacité d'accumulation de charge qui dépasse de 3 à 4 fois les valeurs calculées pour des constructions ordinaires. Ce n'est pas un simple effet physique, mais le résultat d'un calcul d'ingénierie précis visant à capter plutôt qu'à simplement disperser l'électricité atmosphérique. Des mesures pratiques confirment cette activité cachée. Un appareil standard pour mesurer le potentiel électrique dans l'air affiche des valeurs normales dans les rues de la ville, environ 150 volts par mètre. Cependant, en s'approchant de la base des anciens dômes, les chiffres changent radicalement. À la base du dôme de la cathédrale Saint-Paul, les appareils enregistrent 1200 volts par mètre, ce qui dépasse 8 fois le fond naturel. Des données similaires proviennent d'autres géants architecturaux. Le Capitole à Washington génère un champ de 1100 volts par mètre, la basilique Saint-Pierre à Rome atteint 1300 volts, tandis que la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg atteint 1500 volts par mètre. Toutes ces structures fonctionnent comme d'énormes collecteurs d'énergie, construites bien avant que l'humanité n'apprenne officiellement à l'utiliser. Même les historiens de l'architecture reconnus admettent dans leurs travaux la présence d'éléments mystérieux. La prévalence de lourdes pièces métalliques au sommet des bâtiments construits avant 1900 reste inexplicable selon la théorie classique. Ces éléments dépassent largement les besoins structurels et sont apparus des siècles avant la reconnaissance officielle des systèmes de protection contre la foudre. La science officielle avoue en fait son impuissance, déclarant l'absence d'une explication satisfaisante pour la fonctionnalité de telles constructions. Cependant, la réponse se trouve dans des documents qui ont longtemps été dans l'ombre. Au début du XXe siècle, Nikola Tesla a enregistré un brevet pour un appareil utilisant l'énergie radiante, où il a clairement indiqué un fait bien connu. L'atmosphère terrestre est chargée d'électricité, et il existe une immense différence de potentiel entre la Terre et les points élevés. Le plus important dans son affirmation, c'est qu'il a mentionné que ce principe avait déjà été appliqué de diverses manières, même s'il n'était pas largement divulgué. Il existait des systèmes fonctionnels dans lesquels des bâtiments publics utilisaient des charges atmosphériques pour l'éclairage intérieur,
en utilisant des tiges de cuivre sur les toits et des accumulateurs spéciaux dans les sous-sols. Ces technologies fonctionnaient efficacement, mais leur large diffusion était limitée non par des considérations techniques, mais par des raisons purement commerciales. Un système fournissant de l'énergie à partir de l'air ne pouvait pas être mis sur un compteur, et c'est précisément ce qui a décidé de son sort. Voulez-vous découvrir comment les intérêts financiers des plus grands magnates ont transformé cette avancée technologique en une zone interdite et pourquoi le projet visant à fournir au monde une énergie gratuite a été physiquement anéanti? La véritable raison de la disparition de ces technologies ne réside pas dans leur imperfection, mais dans leur efficacité. En 1903, Nikola Tesla construisait sur Long Island la tour Wardenclyffe, une structure de près de 60 mètres de haut, surmontée d'un dôme en cuivre de 55 tonnes et s'enfonçant de 36 mètres dans la roche. Officiellement, c'était une station de communication sans fil, mais les plans techniques révélaient quelque chose de tout autre, un système de transmission d'énergie par résonance atmosphérique. Le projet était financé par J.P. Morgan, qui y avait investi une somme équivalente à 5 millions de dollars d'aujourd'hui. Cependant, tout a changé lorsque Tesla a commis une erreur fatale en révélant à l'investisseur par lettre que son système permettrait de produire de l'énergie en quantités illimitées, partout dans le monde, gratuitement pour tous. La réaction ne s'est pas fait attendre. Morgan, dont le capital était inextricablement lié à General Electric, Westinghouse et au modèle de consommation payante des ressources, a interrompu le financement par une courte lettre. Pour lui et ses partenaires commerciaux, l'énergie gratuite représentait une menace existentielle pour toute une industrie évaluée à des centaines de milliards de dollars. En fin de compte, la tour inachevée a été démontée pour être revendue comme ferraille en 1917. Mais Morgan n'était pas un pionnier dans cette stratégie de répression. Il a simplement appliqué une méthode utilisée bien avant lui. Les traces d'un nettoyage énergétique mondial remontent à l'exposition mondiale de 1893 à Chicago, connue sous le nom de Ville Blanche. L'ensemble du complexe était éclairé par des centaines de milliers d'ampoules, présentées comme un triomphe des générateurs modernes. Cependant, les rapports du principal ingénieur ont enregistré des anomalies étranges. Les bâtiments aux dômes massifs et aux flèches consommaient beaucoup moins d'électricité que prévu. Les visiteurs décrivaient un éclairage qui semblait alimenté par une « source invisible », affirmant que les fils visibles étaient insuffisants pour un tel éclat. L'analyse mathématique confirme cette incohérence. La puissance totale des ampoules dépassait de 2,5 MW les capacités des générateurs à vapeur installés. Cela suggère que les pavillons eux-mêmes, construits selon les mêmes principes que les palais antiques, généraient l'énergie manquante. À peine 6 mois après la fermeture de l'exposition, ces imposantes constructions en acier et en pierre ont été rapidement démolies sous prétexte de leur statut temporaire. Un sort similaire a frappé des centaines de bâtiments administratifs, de parlements et de tribunaux à travers le monde, construits entre 1850 et 1920. Tous possédaient des dômes conducteurs identiques et des fondations profondes, comme s'ils suivaient un même plan caché qui se propageait à une vitesse inexplicable pour les technologies de communication de l'époque. Peu à peu, il devenait évident que, sous le couvert de la modernisation des villes, un démontage systématique de l'infrastructure capable de rendre l'humanité indépendante était en cours. Comment ce réseau mondial était-il organisé et pourquoi même les ingénieurs modernes, en visitant de vieux sous-sols, se retrouvent-ils déconcertés par ce qu'ils voient? L'exploration des archives abandonnées et l'analyse technique des bâtiments mènent inévitablement à un nom qui a été méthodiquement rayé des manuels d'histoire, Tartarie. Ce n'est pas simplement une désignation géographique sur d'anciennes cartes, mais le nom d'une civilisation technologique mondiale dont la compréhension de la physique surpassait la nôtre. Au cœur de leur puissance se trouvait ce qu'on appelle le réseau Tartare, une infrastructure parfaite de collecte de l'électricité atmosphérique dont les traces sont encore éparpillées à travers tous les continents. Le schéma fonctionnel de ce réseau était génial dans sa simplicité et son ampleur. Le système comprenait 4 composants clés. Le premier, les points de collecte, ces dômes et flèches dorées et en cuivre que nous considérons aujourd'hui comme des décorations religieuses. Ils servaient d'antennes, captant la charge ionisée des couches supérieures de l'atmosphère. Le deuxième composant, le stockage.
Dans les sous-sols de ces bâtiments, les chercheurs modernes découvrent des pièces étranges, revêtues de matériaux diélectriques et des restes de gigantesques batteries de condensateurs. Le troisième élément, la distribution. Les ornements métalliques complexes sur les façades, les grilles et même les clôtures en fer forgé n'étaient pas de simples décorations, mais des guides d'ondes transmettant l'énergie entre les bâtiments. Et enfin, le quatrième composant, la mise à la terre à travers d'énormes fondations, souvent enfoncées jusqu'au niveau des eaux souterraines ou des minerais magnétiques, ce qui fermait le circuit et créait un flux de puissance stable. Les preuves de l'existence de ce système sont cachées dans les fondations mêmes des villes. Dans les sous-sols des anciens centres administratifs à travers le monde, d'Europe à la Sibérie et à l'Amérique, se trouvent des chambres en cuivre et d'énormes blocs de minerais magnétiques dont l'utilisation est ignorée par l'histoire officielle. Ces découvertes témoignent que les bâtiments n'étaient pas construits simplement comme des espaces résidentiels ou publics, mais comme des nœuds d'une installation énergétique globale. Tartarie n'était pas seulement un empire de territoire, c'était un empire de technologie, où chaque ville était une centrale électrique autonome, n'ayant pas besoin de brûler du charbon ou du pétrole. La question la plus troublante est de savoir pourquoi les gouvernements modernes et les institutions scientifiques s'opposent si farouchement à la reconnaissance de ce fait. La réponse réside dans l'ampleur de la perte. Reconnaître l'existence des technologies de Tartarie, c'est admettre que ces 100 dernières années, l'humanité a été délibérément conduite sur une voie fausse de ressources énergétiques coûteuses et polluantes. Le nettoyage de l'information a été total, de la réécriture des encyclopédies à la destruction physique des nœuds clés du réseau. Ce que nous appelons aujourd'hui héritage historique n'est que des restes déconnectés d'un grand organisme qui, autrefois, fournissait au monde une énergie inépuisable provenant de l'air même. Mais comment cette purge a-t-elle exactement eu lieu? Pourquoi les villes qui bourdonnaient d'électricité se sont-elles soudainement tues? Et quels événements du XXe siècle ont servi de couverture pour le plus grand vol de l'histoire de l'humanité? Le processus de démantèlement de l'infrastructure énergétique mondiale n'a pas été un acte unique, c'était une campagne planifiée, s'étalant sur des décennies, déguisée en progrès techniques naturels et en renouvellement urbain. Lorsque l'ancien système a été déclaré obsolète, les villes ont été confrontées à une vague de reconstruction, qui était en réalité une élimination chirurgicale des nœuds clés du réseau atmosphérique. Les bâtiments les plus majestueux, qui résonnaient littéralement d'une surcharge d'énergie statique, ont commencé à disparaître des cartes sous divers prétextes. Un exemple frappant de cette épuration est l'histoire de la gare de Pennsylvanie à New York. Cette grande structure en granit rose, avec ses immenses voûtes et ses nombreuses constructions métalliques, avait une particularité étrange. Les travailleurs et les passagers mentionnaient souvent une légère sensation de picotement en touchant les rampes et un murmure à peine perceptible provenant des plafonds lors des orages. En 1963, malgré les protestations des architectes et du public, cette merveille d'ingénierie a été démolie. La raison officielle, non rentable, mais la véritable intention s'est révélée lors du démantèlement. Sous le fondement, un vaste réseau de barres de cuivre et d'étranges chambres isolées, sans rapport avec le chauffage à vapeur ou les égouts, a été découverte. Un sort similaire a frappé le White City à Chicago. Construit comme un complexe d'exposition temporaire, il montrait en réalité les possibilités d'une civilisation ne connaissant pas le manque d'énergie. Après la fermeture de l'exposition, ces bâtiments massifs, capables de durer des siècles, ont été détruits avec une étonnante précipitation. L'analyse des devis conservés montre que les coûts de démolition dépassaient la valeur même de la construction. Une démarche logiquement inexplicable, à moins que l'objectif n'ait été l'élimination totale d'une base technique consommant moins d'énergie qu'elle n'en produisait. L'épuration s'est déroulée à un moment où les monopoles énergétiques commençaient à consolider leur pouvoir. Dès que des systèmes de comptage payant de l'électricité ont été introduits dans les villes, les anciens bâtiments avec leurs dômes gratuits sont devenus des témoins dangereux du passé. Sous le prétexte de lutter contre les incendies, les sommets en cuivre ont été retirés des flèches et les sous-sols condensateurs ont été remplis de béton ou recouverts de débris de construction. C'était une guerre contre une architecture qui se souvenait de la vérité.
Chaque fois que vous voyez une vieille photo d'une ville à la fin du XIXe siècle, avec ses rues incroyablement larges, où circulent des charrettes primitives, tout en voyant des bâtiments dont la complexité ne peut être reproduite aujourd'hui, sachez que vous regardez une centrale électrique déconnectée. On nous a fait croire que ces géants avaient été construits pour la beauté, par des gens se déplaçant à la bougie, mais les faits disent le contraire. Ils ont été bâtis pour une lumière qui n'avait pas besoin de fils ni de factures à payer. Comment cette science réprimée continue-t-elle à percer à travers des décennies d'interdits, et pourquoi les entreprises modernes retournent-elles secrètement aux plans qui sont officiellement considérés comme de la pseudo-science? 7. Malgré des décennies d'oubli et de destruction systématique des preuves, les connaissances sur l'électricité céleste n'ont pas disparu sans laisser de traces. Elles continuent de percer le voile du secret sous la forme de brevets modernes et de découvertes scientifiques que l'industrie officielle présente souvent comme quelque chose de fondamentalement nouveau. Cependant, pour ceux qui ont étudié les plans de Tartarie, ces innovations ressemblent à des tentatives tardives de redécouvrir un chemin déjà parcouru. Ces dernières années, de grandes entreprises technologiques et des instituts de recherche, tels que le Massachusetts Institute of Technology, MIT, et les divisions d'ingénierie de Hyundai, ont commencé à enregistrer des brevets pour des systèmes de collecte de charges atmosphériques. Ces dispositifs ressemblent étrangement au schéma du XIXe siècle. Ils utilisent de hautes antennes recouvertes de compositions conductrices spéciales et des systèmes de condensateurs pour accumuler de l'énergie provenant de l'air. La reconnaissance par les chercheurs contemporains qu'il existe une énorme différence de potentiel entre l'ionosphère et la surface de la Terre, qui peut être utilisée comme une source d'énergie inépuisable, confirme en réalité les paroles de Nikola Tesla prononcées il y a un siècle. Ce qui est le plus frappant dans ces brevets, ce sont les matériaux utilisés. Dans les anciennes structures de Tartarie, le cuivre et l'or jouaient un rôle clé. Les nanotechnologies modernes permettent de remplacer l'or par des revêtements en graphène, mais le principe physique reste inchangé: la collecte d'électrons libres de l'atmosphère. Nous sommes témoins du retour progressif de la science interdite dans le discours officiel, mais sous le strict contrôle des détenteurs de brevets. Ce qui était autrefois un bien commun de l'architecture devient maintenant la propriété privée des entreprises. Les ingénieurs travaillant sur ces projets se heurtent souvent au même problème. Les bâtiments modernes sont mal adaptés à cette énergie. Contrairement aux constructions de Tartarie, qui formaient un circuit conducteur unique allant de la flèche jusqu'à des fondations profondes, les boîtes en béton modernes sont isolées de la Terre et de l'atmosphère. Les chercheurs admettent que si nous construisions des villes selon les canons de l'âge d'or, en utilisant leur capacité métallique et la géométrie des dômes, le problème de la crise énergétique aurait été résolu avant même de se manifester. L'écho de Tartarie se fait également entendre dans les expériences d'inventeurs indépendants. À travers le monde, des passionnés recréent des copies miniatures d'antennes atmosphériques s'inspirant de la forme des anciennes clochers et obélisques. Les résultats de leur travail, des lampes lumineuses sans batterie et des moteurs fonctionnels, témoignent de ce que la technologie n'est pas morte. Elle attend simplement son heure, jusqu'à ce que l'humanité prenne conscience de l'ampleur de la tromperie. Nous sommes à un moment unique de l'histoire où des connaissances anciennes commencent à être confirmées par des formules modernes et il devient de plus en plus difficile de les dissimuler. Cette connexion à travers le temps nous amène à la question finale. Si les fondations pour le retour de ces technologies sont déjà posées, comment pouvons-nous réveiller les villes endormies et que devons-nous faire pour rallumer ce monde en reprenant notre droit à une énergie gratuite? La prise de conscience que nous vivons parmi d'énormes mécanismes déconnectés change notre perception même de la réalité. Chaque vieille ville n'est pas seulement un monument architectural, mais une installation énergétique endormie, attendant son heure. Les bâtiments de Tartarie continuent de se souvenir de ce que l'on nous a forcés à oublier. Leurs dômes s'étendent encore vers des cieux chargés d'énergie, et les fondations, ancrées dans un sol magnétique, sont toujours capables d'accumuler la puissance de la planète. La technologie n'a pas disparu, elle a simplement été mise en attente dans l'endroit le plus visible, juste au-dessus de nos têtes. Le réveil commence par un changement de perspective. Dès que nous cessons de voir dans les flèches en cuivre et les cathédrales dorées de simples symboles religieux,
tout le système de contrôle, construit sur la rareté des ressources, commence à s'effondrer. L'énergie de l'atmosphère est illimitée, accessible et surtout libre par nature. On nous a fait croire pendant des siècles que le contrôle de l'énergie signifiait le contrôle des gens, et c'est précisément pourquoi Tartarie devait disparaître. Mais les preuves se sont révélées plus durables que les empires. Pour réactiver ce monde, il n'est pas nécessaire de construire de nouvelles centrales électriques. Il suffit de comprendre les principes de fonctionnement des structures déjà existantes. Les données de mesure, les plans d'archives et les brevets modernes pointent tous vers une même vérité. Nous sommes entourés d'un océan d'électricité. Tout ce qu'il est demandé à l'humanité aujourd'hui, c'est le courage de reconnaître l'ampleur du grand pillage du passé et de commencer à utiliser un héritage qui a toujours été le nôtre. Les anciens dômes captent encore des charges et les sous-sols conservent toujours le potentiel de changement. Cette enquête n'est pas seulement une recherche de faits perdus, c'est la clé de l'avenir. Dès qu'une masse critique de personnes comprendra que l'énergie a été et reste un droit gratuit pour chaque habitant de la Terre, la monopole sur les ressources s'effondrera. Nous nous tenons sur les ruines d'une civilisation qui ne connaissait ni facture d'électricité ni guerre pour le pétrole. Et ces ruines ne sont pas que des pierres, elles sont les plans de notre future liberté. Il nous suffit de nous souvenir comment appuyer sur l'interrupteur que les ingénieurs tartares nous ont laissé en héritage. Le monde est prêt pour le réveil, et la lumière qui inondait autrefois les rues des villes blanches est prête à briller à nouveau. Tout ce qu'il faut, c'est cesser de fermer les yeux sur l'évidence. L'histoire prend véritablement vie au moment où on la raconte. Abonnez-vous à la chaîne, car il est fort probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce qui va suivre.